Le python jaune est la monnaie du pape. Depuis une semaine, l'écureuil Manot s'occupait assidûment d'un nouveau lambeau apparu entre les tulipes rouges, au pied de la pergola aux roses. Les premiers jours, on aurait dit une énorme liane enroulée sur elle-même, toute mitée et évanescente, comme l'étaient les lambeaux quand ils surgissaient dans les jardins du synclinal. Puis au fil des jours, à force de soins et d'arrosage fortifiant au purin d'ortie, le lambeau s'était précisé. La liane s'était transformée en un gros python jaune qui portait des boucles d'oreilles, rondes et plates, blanches et brillantes comme la nacre. Le serpent semblait chercher à se redresser, mais il n'avait pas encore repris assez de force, et à chaque effort, il retombait affalé sur lui-même en sifflant de désespoir. Ragus le castor l'avait alors aidé à se hisser le long de la pergola en l'attachant aux arceaux avec des brins d'osier. Le bout de sa queue restait fixé à sa racine qui s'enfonçait profondément dans la terre entre les tulipes. Chaque matin, l'écureuil chafouin lui apportait un peu du bel humus noir de la forêt, puis Manot arrosait abondamment avec l'eau claire de la Vèbre. Au bout de quelques semaines, le jaune clair du python éclatait entre les roses rouges et le serpent se dodelinait au soleil au sommet de la pergola, l'air en pleine forme. Un matin, alors que Manot se lissait le pelage au milieu des marguerites, il l'entendit chantonner. Sa queue en panache hérissée d'excitation, il alla avertir aussitôt les autres animaux que le python avait repris assez de force pour leur parler. « Bonjour python !» s'écria Chafouin en accourant. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Oh, beaucoup mieux que quand je suis arrivé ici. Je me sentais complètement disparaître. C'était terrible, » répondit-il en frémissant d'effroi. « Et dans quel petit coin des humains habitais-tu » demanda Rosie, une jolie Rosalie des Alpes bleues. « Comme j'étais bien, je m'étais trouvé une prairie humide moelleuse au fond des rêves de Daphné, mais j'en ai été chassée comme un malpropre. L'humaine à l'esprit si dur sut tant dit, vous ne pouvez pas imaginer, plus une seule petite place pour m'y lever. Je vis un terrible exil. »« Tu n'es pas le premier ni le dernier exilé que nous accueillons. Nous comprenons ta tristesse, python. Je serais aussi désespéré que toi si on me délogeait de ma hutte sur la Vèbre, » continua Ragus le castor, la mine attristée. Les animaux de notre forêt ont la mission d'aider les lambeaux à retrouver leur petit coin. Ne t'en fais pas, nous allons te raccompagner jusqu'à ta prairie natale, dit l'écureuil Manot en redonnant un peu d'espoir au serpent. Quelles boucles d'oreilles tu as, python, qu'elles sont belles, s'exclama Rosie, réputée parmi tout le peuple des insectes pour sa grande coquetterie. On dirait qu'elles sont faites en perles d'océan. Oui, j'en suis très fière, répondit le python en dodelinant de la tête pour agiter les 2 disques nacrés qui scintillèrent dans les rayons du soleil. Ce n'est pas de la perle, ce sont les fruits de la lunaire, cette belle fleur qui peuple ma prairie natale. Les humains l'appellent aussi la monnaie du pape. Vous voyez, dans ma boucle d'oreille de gauche, il y a des graines des futurs lunaires. « Ah oui, il y en a 4 !» s'écria le rouge-gorge Hector, qui vint volter près du python pour voir de plus près les petites billes noires qui se détachaient en transparence au cœur du disque. La nuit venue, alors que les animaux se promenaient dans les jardins du synclinal avant de se réunir pour la veillée, ils remarquèrent que les boucles d'oreilles du python brillaient au clair de lune. « Waouh, comme c'est beau !» s'écria Azur le papillon en réveillant le python qui dormait enroulé entre les roses. « J'étais sûre que ça allait vous plaire, » répondit le serpent en se redressant. Comme il ne voyait rien dans le noir, et comme tous les serpents, il n'entendait rien non plus, il darda plusieurs fois sa langue fourchue pour repérer où étaient les animaux en sentant leurs odeurs. Il sentit aussi leur chaleur grâce aux fossettes du bout de son museau et perçut les vibrations de la course du chamois roche-colombe dans sa mâchoire inférieure et par les grosses écailles de son ventre. « Quel étrange feu follet rond !» s'écria Roche-Colombe en s'arrêtant au pied de la pergola. « Je les ai vus depuis le rocher qui tangue, j'ai cru que la lune avait pondu des œufs. »« Les lunaires ressemblent à la lune, d'où leur nom, » répondit le python jaune.
Elles sont rondes et nacrées comme elle, et en plus elles réfléchissent sa lumière. »« C'est fascinant !» s'exclama Cousteau le pic noir, en se posant à côté du serpent. Cousteau était l'oiseau savant du synclinal, que tous respectaient pour son grand savoir. « Mon cher ami, il faudra que je vous interroge plus avant sur cette fleur remarquable qui descend des astres. Je pourrais peut-être faire une belle conférence sur le sujet. »« Il faut absolument qu'on en sème dans le synclinal, » continua Manot l'écureuil. « À la nuit tombée, la lune verra scintiller sous sa lumière des prairies de lunaire. Elle sera si contente. Nous qui cherchions depuis si longtemps comment la réjouir. » Tout le monde trouva cette idée exceptionnelle, et le python autorisa Hector le rouge-gorge à lui décrocher délicatement sa boucle d'oreille gauche pour récupérer les 4 graines. « Mais il doit y en avoir d'autres coincés entre mes écailles. Je passais mon temps à ramper dans les fossés humides peuplés de lunaires. » Rosie, la Rosalie des Alpes, avait une vue aiguisée. Elle grimpa le long de la pergola et se hissa sur la corolle d'une rose tout près du corps du serpent. Elle hésita avant d'y poser les pattes, pensant que ce serait tout visqueux, comme les chapeaux blancs des troupeaux de mucidules qui prolifèrent sur les blessures des vieux hêtres. « Berk, la morve de champignons !» frissonna-t-elle de dégoût en y repensant. Elle tâta du bout des antennes la peau du serpent et fut très étonnée de constater qu'elle était parfaitement sèche et lisse. On aurait dit une esplanade de marbre jaune délicatement zébrée de blanc. Elle inspecta le grand corps du reptile et trouva sur son chemin de nombreux disques de lunaire coincés entre les écailles jaunes. « Il y en a plein d'autres, remplis de graines !» Azur le papillon et Hector le rouge-gorge vinrent l'aider à faire la récolte. Ainsi épouillé, le python jaune se trémoussait de plaisir. « Arrêtez, ça me chatouille !» criait-il par moments en rétractant brusquement sa peau en accordéon. Au bout d'une demi-heure, un panier entier de graines de lunaire était récolté. Le python jaune avait si bien repris du poil de la bête que les animaux décidèrent que le moment était venu de couper sa racine pour qu'il puisse arpenter librement le synclinal. Il retrouverait ainsi toute sa forme physique. Alors que Raguse le castor la rongeait à l'aide de ses 2 longues incisives, le python demanda à Manot l'écureuil. « Comment allez-vous faire pour me ramener dans ma prairie natale ? Nous sommes loin du monde des humains ici, pas vrai ? » Il y a un puits au cœur de la forêt. Quand les lambeaux sont bien retapés, ils s'ouvrent pour les laisser rejoindre le monde des humains. Ils ne se referment que quand le lambeau a retrouvé sa place. La racine céda soudain en faisant tomber Raguse à la renverse, et le python jaune fut propulsé à terre au pied de la pergola. « Waouh, quel vol plané !» s'exclama le python un peu sonné. « Et maintenant, à toi les grands espaces du synclinal, dit Manot. Il faut que tu fasses le plein d'énergie avant de retourner chez toi. » Et le serpent s'éloigna lentement entre les hautes herbes en sifflant de plaisir. Les animaux se réunirent dans la prairie sérupine pour semer les graines de lunaire. C'était un vaste pré qui s'étendait au pied des parois rocheuses, au nord de la forêt. Roche-Colombe et ses compères chamois étaient descendus des hauteurs des Trois-Becs pour brouter les buissons d'épineux qui embroussaillaient la prairie. Le serpent était ravi de ce nouveau terrain de jeu, qui ne manquait pas de fossés humides où il adorait se blottir. Il venait souvent voir les animaux travailler et put faire la connaissance des petits êtres de la fertilité de la terre, Vitalus le lombric, Savin le protoure et Arcan le colambole. Ces derniers vinrent préparer le sol à l'emplacement prévu pour chaque graine. Le lombric brassait la terre pour qu'elle devienne plus fertile en mêlant l'argile à l'humus. Le protoure creusait des milliers de galeries pour aérer le sol et laisser circuler l'eau. Et le colambole déchiquetait des feuilles mortes pour donner aux futures plantes une litière fortifiante. « Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait tant de petits êtres qui travaillaient le sol, » s'étonna le python jaune. « Oh, tu n'es pas le seul à nous ignorer, » répondit Arcan le colambole, en dressant les poils de son petit corps globuleux. « On croit que la terre est fertile comme cela, par miracle. Pff, quel manque de perspicacité !»« Vous, les serpents, quand on vous voit arriver vers nous en rampant, on se carapate vite sous la terre. On ne voudrait pas se faire aplatir comme des feuilles mortes. »
s'exclama Vitalis le lombric. « C'est pour cela que tu ne nous vois jamais. » Autour d'eux, il y avait un balai incessant d'écureuils et d'oiseaux qui allaient et venaient pour semer les graines des lunaires entre les hautes herbes. Puis on attendit patiemment que les fleurs grandissent. Elles donnèrent d'abord au début du printemps de jolies fleurs violettes à 4 pétales, légèrement odorantes, qu'Azur et ses congénères butinèrent goulûment. Le synclinal était aussi parcouru par des vols d'oiseaux incessants, et dans l'air, de légers flocons blancs dérivaient en permanence, comme la neige qui s'égrène en hiver. Par moments, ils s'assemblaient pour dessiner des formes qui racontaient des histoires. Les animaux disaient qu'ils formaient un peuple qu'ils avaient prénommé le peuple de leur temps. Chaque matin, les animaux venaient contempler le champ de lunaire en imaginant le spectacle qu'ils allaient offrir à la lune quand leurs fruits nacrés seraient là. Un soir à la veillée, alors que le python jaune était paisiblement enroulé près du feu, il demanda aux 2 écureuils Manot et Chafouin. « Mais pourquoi vous aimez tant la lune ?»« C'est un fragment de la terre, presque aussi vieux qu'elle, » répondit Cousteau le pic noir de son ton savant habituel. « Et c'est cet unique satellite qui maintient la Terre sur son axe de 23,5 degrés. Une inclinaison par rapport au Soleil qui assure des conditions climatiques propices à notre existence. Vous imaginez, si elle était inclinée à 90 degrés, nous subirions 6 mois de nuit suivis de 6 mois de jour, s'exclama l'oiseau en ouvrant ses ailes d'effroi. Oui, et si la Lune n'avait pas été là pour ralentir son mouvement de rotation, continua Rosie, la Terre serait devenue une toupie folle et nous en serions restés au stade de vulgaires embryons, comme de petites larves aveugles et visqueuses. Le chamois Roche-Colombe, qui broutait dans l'obscurité alentour, surgit dans le halo lumineux. Et mes ancêtres m'ont dit qu'il y a des millions d'années, les marées que la Lune produit sur la Terre ont brassé les molécules de la vie. Ça a donné le bouillon primitif où sont nés les tout premiers êtres vivants. Hector était perché sur une branche au-dessus du feu, sa gorge rougeoyante dans la lueur des flammes. Si la Lune n'était pas là pour stabiliser la Terre autour de son axe, elle pourrait entrer en résonance avec d'autres mouvements du système solaire, et ce serait le chaos. « Le chaos ?» répéta le python, qui trouvait ces animaux décidément très savants. Oui, tout partirait à volo, l'atmosphère de la Terre se disperserait dans l'univers et notre planète serait happée dans un mouvement fulgurant qui la ferait éclater en 1000 morceaux. « Ça alors !» s'exclama le serpent en écarquillant les yeux. Ses pupilles verticales se détachèrent sur ses iris dorés qui brillaient à la lueur du feu. Une grosse chouette perchée sur une branche au-dessus des flammes ulula soudain. « Moi, j'ai besoin de sa lumière pour m'orienter la nuit, et quand elle est toute ronde, qu'est-ce qu'elle me donne envie de chanter ?» dit-elle en poussant son long ululement de chat huant. « Et toi, Python, tu n'en as pas besoin pour te repérer la nuit ?» demanda Manot. « Oh non, on ne sait jamais bien si c'est le jour ou la nuit dans les rêves de Daphné. »« Et qu'y a-t-il alors dans ses rêves ?» demanda Chafouin en croquant une noisette. Il adorait ramener son petit tas de fruits secs à déguster pendant la veillée. « Dans celui où je suis, il y a une prairie sauvage. À l'horizon, j'aperçois une route avec des silhouettes noires qui courent. Je n'ai jamais compris où elles allaient. Il y a souvent aussi une fillette avec un cerceau qui attend au bord des rails. Un train passe sans cesse à toute vitesse en écrasant des choses sur son passage. Il frôle la fillette qui a failli plusieurs fois se faire renverser. Parfois, tapie dans les hautes herbes, j'ai croisé Daphné en train de cueillir des lunaires. J'ai sifflé pour l'appeler, mais à chaque fois quelque chose la presse et elle repart vers le train fou. J'aurais tant aimé qu'elle me voie pourtant, mais maintenant son esprit est devenu tellement d'Ursutandi que même ma prairie n'existe plus. « T'en fais pas, Python, ta prairie va renaître, parole d'écureuil !» dit Manon en lui tapotant le museau. Hector raconta ensuite l'histoire de Thétis, la mer qui couvrait la forêt aux origines. Les sédiments accumulés au fil des millénaires ont formé les hautes falaises calcaires du synclinal. Les animaux s'endormirent cette nuit-là avec des rêves de marée et de lune.
Le moment tant attendu arriva enfin avec l'automne, lorsque les lunaires donnèrent leurs grappes de fruits magnifiques. La prairie sérupine scintilla alors de centaines de disques nacrés. Les animaux se rassemblèrent à la pleine lune, au sommet de la petite colline qui surplombait la prairie, pour assister au spectacle. Il avait été préparé depuis des semaines par les oiseaux et les papillons du synclinal. Ils déployèrent ce soir-là un ballet de toute beauté. Les oiseaux sillonnaient les airs, leur hostie nacrée dans le bec, donnant l'impression d'étoiles filantes qui fusaient entre les parois rocheuses, surtout les martinets qui faisaient des pointes de vitesse incroyables. À moindre altitude, les papillons faisaient virevolter dans l'air des guirlandes de disques scintillants. On aurait dit des fées de satin blanc qui dansaient dans l'air. À la fin du spectacle, alors que la lune était restée impassible dans le firmament, les animaux crurent la voir frémir légèrement. Tout à coup, une pluie d'étoiles jaillit de l'astre et s'égrena lentement sur le synclinal, sous les yeux ébahis des animaux. Au début de l'été, les animaux s'inquiétèrent pour le python jaune. Il cessa de s'alimenter pendant près de 15 jours, ses écailles perdirent leur brillant et ses yeux devinrent opaques, comme s'il ne voyait plus. Le serpent rampait d'un air fatigué dans les fossés humides du synclinal et pouvait rester des heures dans un trou d'eau, sans adresser la parole aux animaux qui le saluaient en passant, comme s'il n'avait même plus la force de parler. Il ne venait d'ailleurs même plus aux veillées. Raguse le surprit un jour en train de se frotter contre les pierres d'un torrent. Il vit alors la peau asséchée du reptile s'accrocher sur un rocher et quitter son corps en se retournant comme un gant. Le python fila aussitôt avec la fougue de quelqu'un qui retrouve soudain la liberté. Le castor s'approcha et souleva le vieil habit du serpent, comme une housse de dentelle légère de 6 mètres de long. « Comme c'est joli! Ma grande-tante va le repriser, on pourra faire de beaux rideaux pour notre hutte !» pensa-t-il. À la veillée du soir, le python revint enfin, le sourire au museau entre ses écailles jaunes éclatantes. « Ah, je respire enfin. Désolé de m'être ainsi absenté, j'ai dû faire ma mue. 2 à 3 fois par an, je dois changer ma peau quand elle est devenue trop petite, et c'est très fatigant pour moi. »« Moi, je ne mue pas pourtant, » s'étonna Chafouin, qui pensait parfois que tous les êtres vivants étaient faits comme les écureuils. « Il n'y a que les lézards et les reptiles qui muent en perdant toute leur peau d'un seul coup, et les autres animaux comme toi perdent leur ancienne peau petit à petit, surtout en se grattant. » Le python s'approcha du feu et regarda les animaux d'un air solennel. « Je sens que le temps est venu pour moi de retourner dans le monde des humains. J'ai l'impression que l'esprit de Daphné m'appelle, et l'autre fois quand je suis passée à proximité du puits au cœur de la forêt, je me suis sentie happée. » « Ah oui, quand le puits commence à aspirer, c'est que le moment est venu, » continua Mano. « Nous avons récolté assez de graines de lunaire pour remplir 2 hottes, Chafouin et moi. Nous pourrons les semer là-bas. Dès demain, si tu veux, nous t'accompagnons. »« Alors partons demain. Vous allez semer dans le monde des humains, mais comment allez-vous faire pour revenir dans le synclinal ? Le puits ne se referme qu'une fois que nous avons semé la dernière graine, et il nous laisse le temps de revenir jusqu'à lui. » La veillée se transforma en une belle fête de départ en l'honneur du python jaune, auquel les animaux s'étaient beaucoup attachés, et qui avait apporté parmi eux les seules fleurs capables de faire frémir la lune de plaisir. Le lendemain matin à l'aube, alors que la forêt scintillait de rosée, les 2 écureuils se perchèrent sur le dos du serpent, leur hôte sur le dos. Le peuple de l'Ortan les escorta jusqu'au puits, par lequel ils furent happés prestement. Ils eurent juste le temps de se dire au revoir, et le python jaune se retrouva dans les rêves de Daphné, rampant dans sa prairie humide. La jeune femme était assise dans l'herbe, immobile et pensive. Elle se retourna et aperçut le python qui venait vers elle. Mano et Chafouin déboulèrent par le conduit de cheminée dans la chambre de Daphné, endormie dans son fauteuil. Ils sautèrent sur le bureau et semèrent 3 graines de lunaire dans une boule de terre humide qu'ils enfouirent dans la grosse horloge accrochée au mur. Ils sortirent par la fenêtre entr'ouverte et vagabondèrent sur les toits à la recherche d'espace à ensemencer. Ici un rebord de fenêtre, là un toit entier, ailleurs une friche coincée entre des immeubles.
ils semèrent la dernière graine dans un panneau de signalisation indiquant « vitesse limitée à 130 » et s'empressèrent de retourner dans la chambre de Daphné. Cette dernière, les yeux encore gonflés de sommeil, était en train de parler au téléphone. « Oui, je sais bien, mais je suis trop angoissée. Je ne peux pas continuer comme ça. » Les écureuils eurent une dernière pensée pour le python qui devait être tout à la joie de retrouver sa prairie natale, et il fut râpé par le puits à travers le conduit de cheminée. Une nuit d'automne, alors que le petit Paul regardait les lumières des boulevards défiler par la fenêtre de la voiture de ses parents, il aperçut quelque chose briller au loin, au bord de la route. « Ralentis, papa! Oh, regardez comme la lune s'est rapprochée !» Comme la lune sur la terre, nos rêves exercent sur nous une influence silencieuse et nous équilibrent.